devenu un véritable paradigme. L'exemple d'Oscar Pistorius le montre bien. On dit que des prothèses ont réparé cet homme né sans tibia, mais ce faisant, on se réfère à la norme de l'homme complet et en bonne santé. Mais finalement, sans ce handicap et sans ces prothèses, est-ce que Pistorius aurait développé la mentalité de champion qu'on lui connaît? Donc on peut dire que les prothèses n'ont véritablement augmenté. C'est simplement pour faire remarquer que notre fascination pour les technologies fait que nous avons tendance à les envisager en dehors de leur contexte psychosocial. En ce sens, on parle plus légitimement d'hommes transformés, comme le fait notre colloque, et on pourrait même, avec tout le sérieux du jeu, parler d'hommes bricolés. Bricolés au sens de Claude Lévi-Strauss, c'est-à-dire non pas je bricole ma voiture, mais je bricole une voiture. La notion de bricolage répond un peu à la représentation donnée par les médias au grand public qui apprend par Le Monde ou par Science et Avenir, par exemple, l'invention de divers dispositifs propres à améliorer l'homme, handicapé ou non. Les fameuses lentilles intelligentes, par exemple. Le public s'émerveille, mais faute de disposer d'une vision globale et structurée, il perçoit l'homme comme une sorte d'ensemble aléatoire, un peu de pièces de Lego, que l'on dispose au fur et à mesure des progrès des sciences. Et après tout, le biologiste Henri Atlan parle bien de l'homme comme système cybernétique ouvert. Cette impression de bricolage tient également de l'obsolescence proclamée par les scientifiques eux-mêmes de la notion de maîtrise, l'homme comme maître et possesseur de la nature, car les travaux conduits sous l'égide de la convergence des NBIC, comme l'a dit M. Matteux, doivent éradiquer la maîtrise au bénéfice de l'essai, de l'expérimentation. Et avant à Vital Renel, Jean-Pierre Dupuis a parlé du projet démiurgique fait de toutes les techniques de manipulation de la matière, atome par atome. Il aurait pu parler de neurones, de bits ou de gènes. Alors, améliorer l'homme, certes, mais c'est un projet plus qu'un programme. C'est une aventure qui est angoissante parce que poussée jusqu'au bout de sa logique, en gros, tout ce qui est techniquement réalisable pour améliorer l'homme doit être tenté. On touche à la nature humaine, comme on l'a dit, et on sent pouvoir disposer de freins éthiques. Parce qu'en effet, pour l'humanisme, il faut concevoir l'homme comme fin et comme valeur absolue, supérieure, comme l'a dit Sartre, mais si on sort de l'humain, le problème cesse de relever de la morale pour concerner l'ontologie. Mais quand sortons de l'humain, il faut une norme et on retrouve le problème évoqué à propos de la réparation et de l'augmentation. Fort heureusement, M. Matteux ne m'a pas invité, et je le remercie, pour vous parler de ces questions sous un angle philosophique, mais tout simplement sous un angle anthropologique. Ma contribution consiste à décrire la forme que prennent les questions évoquées dans ce que l'on nomme l'imaginaire et l'imaginaire occidental. Plus précisément, pour moi, il s'agit de faire émerger la représentation donnée par la culture populaire de toutes les questions de la transformation de l'homme. Alors c'est possible parce que l'imaginaire peut se définir comme pensée mythique et symbolique, et parce que la culture populaire mobilise des mythes. Alors la notion d'imaginaire est quand même extrêmement difficile, j'ai beaucoup hésité, et puis finalement, pardonnez-moi, je me suis décidée à proposer 6 propositions, c'est un peu scolaire, mais ça ira plus vite. Voilà. Un mythe, par imaginaire donc, j'entends la pensée mythique et symbolique, qui coexiste avec la pensée prosaïque et scientifique. Cette pensée mythique, elle est présente à l'aube des civilisations, et elle engendre des mythes qui sont des histoires anonymes et sacrées, qui racontent l'origine de l'univers, de l'homme, de n'importe quel être, chose ou comportement. Ils ont une fonction existentielle et conjuratoire. Existentielle, car il en va de l'existence de l'homme, de notre expérience, qui est généralement conflictuelle. Par exemple, le mythe d'Oedipe dit que nous aimons et que nous détestons nos parents tout à la fois. Les mythes ont également une fonction conjuratoire, conjurer le non-sens, l'absurdité de la condition humaine. Par exemple, le mythe du péché originel explique pourquoi nous sommes soumis au travail, à la sexualité, à la mort. Pour les Dogons, c'est la copulation du chacal avec la terre-mère. Il y a toujours une raison et une bonne raison. Les mythes sont l'unique horizon de compréhension du monde, dans les sociétés dites premières, mais ils subsistent dans nos sociétés complexes parce que, admettant la contradiction propre à notre expérience, ils permettent d'exprimer tout un pan de notre relation au monde qui est désavoué par le modèle conceptuel et théorique. Pour ce modèle, ou bien on aime ses parents, ou bien on les déteste. Pour la pensée mythique, les deux conviennent. L'imaginaire n'est pas créateur comme l'imagination, il y a du tout fait dans cette faculté.
cette faculté de compréhension du monde, et les productions, les mythes constituent un conservatoire du patrimoine culturel d'un peuple. Par exemple, les récits d'Eugène Sue, d'Alexandre Dumas ou de Maurice Leblanc, vous savez l'auteur d'Arsène Lupin, mobilisent toujours le stéréotype prométhéen. Prométhée, transgressant les ordres de son père, voulant créer une société plus juste et plus savante, et puis étant puni et finissant par revenir sous la houlette de son père. On n'attendra pas des héros prométhéens une subtilité psychologique, c'est les contraintes de l'imaginaire, mais en revanche, l'imagination des auteurs se déploiera pour plonger le personnage dans toutes sortes d'aventures. Quatrième proposition, au cours de mes recherches, j'ai tenté de montrer qu'il n'existe pas de nouveaux mythes, tout mythe réputé inédit n'étant jamais que la réactivation d'un mythe plus ancien présenté sous l'apparence congrue à l'époque concernée. Par exemple, le mythe de Don Juan au XVIIe siècle reprend le vieux mythe de séduction du serpent biblique. Le mythe du golem devient le mythe du robot. Et puis, toute civilisation, à chaque étape majeure du développement de sa culture, réactive un imaginaire dominant, fait d'un mythe majeur et de sa constellation de mythes, contes et utopies. C'est exactement ce que je voudrais vous montrer maintenant avec le mythe du golem. Et puis, dernière proposition, certains mythes sont pérennes parce qu'ils ne cessent jamais d'être sollicités, Oedipe, Narcisse ou Tristan et Iseut. D'autres sont conjoncturels parce qu'ils connaissent une alternance de réveil et de sommeil. Le mythe du golem a été réveillé par Marie Shelley en 1818, puis par Villiers d'Isle-Adam en 1887, mais c'est tout pour le XIXe siècle, et puis il se met à dominer au XXe siècle, et c'est maintenant que nous pouvons travailler. En effet, au début du XXe siècle, il y a eu une sorte de réveil foudroyant du mythe du golem, avec un opéra, deux films de Paul Wegener, pièces de théâtre et autres, jusqu'à ce qu'en 1920, Karel Čapek fasse jouer sa pièce Roer, qui raconte l'histoire de golems, c'est-à-dire de créatures humanoïdes artificielles fabriquées en série. Et il avait besoin d'un nom pour les nommer. Son frère lui a soufflé robot, car robota signifie travail forcé en tchèque. Depuis, de Metropolis et des romans de Asimov jusqu'à aujourd'hui Blade Runner ou le film Her, le golem ne cesse de hanter notre imaginaire. Et puis il y a eu bien sûr les conférences de Massy où les cybernéticiens ont donné le nom de golem à l'ordinateur. Alors si vous le voulez bien, regardons comment fonctionne ce mythe. Je vous en donne ici, je vous en propose une vision inspirée de Claude Lévi-Strauss, évidemment, à la fois diachronique et synchronique. Diachronique parce que en suivant les colonnes, séquence par séquence, c'est-à-dire mythème par mythème, on lit le mythe tout entier. Et vision synchronique, puisque ici il est représenté tout entier sous vos yeux, structuré selon 4 colonnes en fonction des significations majeures. Alors, signification majeure, le démiurge, sans Dieu est un savant fou, effectivement. Marie Shelley écrit Frankenstein, un Prométhée moderne. Pourquoi est-ce que Prométhée est moderne? Parce qu'il ne dispose plus de Dieu. Un démiurge sans Dieu, c'est un savant fou. De même, une créature sans père est un monstre. Alors, je reprends mon histoire. C'est le même tableau mais coupé en deux pour que ce soit plus lisible. Donc un savant se retire dans un laboratoire pour fabriquer une créature humanoïde, il veut créer une autre espèce et le savant veut aider sa communauté. C'est en italique parce que ce n'est pas toujours le cas. Globalement, je vous donne le noyau du mythe, c'est-à-dire les séquences qui sont présentes dans toutes les versions qui ont été reprises et elles sont très nombreuses. Il modèle la créature avec des matériaux disponibles, de la glaise pour le mythe originel, de la chair, du silicium selon l'époque. Le savant sait comment animer sa créature, la créature réveillée surgit devant son créateur. Auparavant, je tiens à vous rappeler que cette créature est belle. Et Frankenstein, le savant de Marie Shelley, disait en contemplant son golem, une espèce nouvelle bénirait en moi son créateur et sa source. Nul père ne pourrait mériter la reconnaissance de son enfant comme je mériterais la leur. Mais voilà que, à la suite d'un court-circuit, enfin peu importe, le golem se présente subitement devant son créateur qui s'enfuit épouvanté. Et cette épouvante se confirme dans les autres textes. Cette vision me causa le saisissement le plus terrible que j'ai ressenti de ma vie. L'œuvre effrayait l'ouvrier, dit Edison, le démiurge de Villiers d'Isle-Adam. Et chez Čapek, un ingénieur dit « c'est comme si j'avais créé un estropié ». Alors la créature autonome est décrite comme un monstre, la créature demande de l'amour, le démiurge refuse toute filiation avec sa créature, surpuissante de corps et d'esprit, la créature apprend vite, le démiurge la repousse, elle est reléguée dans la solitude, elle est sociable, ni homme ni objet, la créature paraît monstrueuse, ses capacités dépassent celles des hommes,
elle est sensible et souffre, elle fascine et terrifie les hommes qui la voient. Elle veut, alors là, ça dépend des versions, mais le sens est le même, elle veut soit une compagne, soit une vie allongée. Et dans les deux cas, le créateur refuse. La créature se révolte à cause de l'injustice subie, elle se met à terroriser, détruire, tuer et devient incontrôlable. Le démiurge détruit sa créature, la créature n'est plus qu'une chose. Le récit montre, tous les récits de Golem, pensez à Blade Runner ou 2001, l'Odyssée de l'espace, montrent toujours une créature comme augmentée et toujours comme monstrueuse. Alors, est-ce que la monstruosité vient du caractère fabriqué de la créature ou vient son augmentation? Alors, le mythe, s'il faut l'analyser, présente deux strates sémantiques. La première concerne la démesure humaine, l'hubris, associée, articulée à l'anti-peur des monstres, et la seconde concerne l'anthropogénèse, qui est passée du divin, de Dieu, à l'homme. La réactivation du mythe du golem par Mary Shelley montre bien qu'on ne peut pas expliquer ce mythe par notre peur des machines ou par l'angoisse causée par des monstres technologiques que la biologie et l'éthique, technologie de l'information et de la communication, nous permettraient d'engendrer. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur ou d'intelligence artificielle à l'époque de Mary Shelley. Et qu'un mythe a un sens qui perdure. La terreur inspirée par le golem ne vient pas de son corps, toujours fabriqué dans l'allégresse, mais il vient de son animation. Subitement, il se présente devant son créateur qui ne supporte pas de voir sa créature se dresser devant lui, sensible, intelligente comme lui. Donc le mythe interroge la nature humaine. Si l'homme peut fabriquer artificiellement son semblable, c'est que l'humain est reproductible et ne se définit plus par un principe spirituel irréductible, une âme transcendante, comme on l'a évoqué précédemment et comme l'a pensé si longtemps la tradition philosophique ou culturelle occidentale. La monstruosité du golem vient donc de l'identité et pas de la différence. Si le golem robot, l'ordinateur, si vous voulez, est indiscernable de l'homme, allant jusqu'à le surpasser, se pose alors le problème de l'exception humaine, c'est-à-dire de la personne libre, morale, etc. Et se pose évidemment le problème de l'humanisme. Mais on comprend bien la faveur actuelle du mythe du golem. Pour Mary Shelley en 1818, il s'agissait simplement de dénoncer la surestimation des progrès scientifiques et techniques par opposition à la sous-estimation des questions de morale et de questions morales et sociales. Alors qu'aujourd'hui, le golem trouve écho dans les représentations d'un post-humain et puis bien sûr dans toutes les manipulations génétiques dont Dolly, brebis clonée à la vie brève, est demeuré l'emblème. Donc, aujourd'hui, le golem pose le problème ontologique de la nature humaine. La terreur du démiurge devant son golem répond au conflit entre la conception substantialiste de l'homme doué d'une âme, doué d'une intériorité, et une vision de l'homme sans intériorité, propre au behaviorisme dont parle Jean-Michel Besnier, et propre finalement à la vision cybernéticienne de l'homme. La personne n'existe pas, dit Henri Atlan, biologiste, il n'est que le produit d'interaction entre des molécules. La seconde strate du mythe du golem, elle, renvoie davantage à la condition humaine. Mary Shelley dit en exergue à son livre « T'avais-je requis dans mon argile, ô créateur, de me mouler en homme ? T'ai-je sollicité de me tirer des ténèbres ?» Donc le mythe questionne l'arbitraire de la condition humaine limitée à si peu d'années. Et dans Blade Runner, le film que Ridley Scott a tourné en 1982 d'après une nouvelle de Philippe K. Dick, ça me déconcentre. D'après une nouvelle de Philippe K. Dick, les hommes ont fabriqué des robots qu'ils ont installés sur Mars et leur vie est limitée à 4 ans. Un robot, s'infiltre sur la Terre, rencontre son créateur, le bat symboliquement aux échecs. Il est plus intelligent que lui, ça peut renvoyer à Kasparov, et puis lui demande d'allonger sa vie. Le créateur refuse, il le tue. Puis sur le point de mourir, le robot est confronté au Blade Runner chargé de le tuer et le robot l'épargne et il revendique la richesse d'une vie faite de souvenirs et de beauté, même si elle est limitée à 4 ans.
Donc on voit bien que le robot, là, est l'homme. Donc l'hypothèse d'une créature humanoïde sans âme ni destin inscrit le drame du golem, le mythe du golem, dans la question le drame de l'absurdité humaine. Mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le golem a suivi d'autres voies parce qu'il a été subverti par les cybernéticiens. En effet, Norbert Wiener, professeur au MIT, revendiquait tout à la fois la fondation de la cybernétique et la filiation avec le Rabbi Lov, qui était le premier créateur du golem selon la mythologie hébraïque. Et il était profondément traumatisé par la responsabilité des savants dans le projet Manhattan et il rêvait d'une société utopique sans secret qui aurait enfin vaincu l'entropie assimilée aux défauts de transparence morale et politique. Dans un monde meilleur, selon lui, les hommes et les machines pourraient interagir, formant un immense système mondial de communication. Il est évident que l'ontologie de Wiener nie l'intériorité. Il n'y a pas d'âme et hommes et machines sont définis par l'information reçue et transmise dans ce système de rétroaction. Il supprime donc le fossé séparant le biologique du naturel, le naturel de l'artificiel, et en ce sens, il subvertit le mythe du golem. Dans son cas, le golem devient le robot créé par Joseph von Neumann et recevant du langage d'Alan Turing. Et la créature artificielle, le golem, cesse d'être un monstre, puisque finalement, son cerveau artificiel a été fabriqué sur le modèle du cerveau humain et qu'il peut lui-même dépasser le cerveau humain, tout étant soumis à un langage informatique. Donc la vision cybernéticienne du golem constitue un récit concurrent qui subvertit le vieux mythe. La possibilité d'un homme sans âme n'inquiète plus son créateur, qui admire dans son golem un corps technologique indéfiniment améliorable. C'est une machine intelligente dont la fiabilité tient à la fabrication par opposition au caractère biologique du créateur qui lui est tout simplement né. Et on s'embarque là vers les questions de la honte prométhéenne. Mais je n'irai pas là et je vais vous présenter la constellation du mythe du golem. Car, alors, comment faut-il lire cela? En fait, il y a un ruban historique extrêmement sommaire à gauche, c'est-à-dire depuis notre époque, 21e siècle, jusqu'à l'Antiquité. En haut, il est précisé s'il s'agit de mythes ou de rêves ou d'innovations, et en bas, le nom des mythes. Alors d'abord le mythe du golem robot, alors évidemment au départ la Bible, le Talmud, le Sefer Yetzirah, et puis ensuite Frankenstein, Sipurim, des recueils écrits au 19e siècle, et puis Rour, 2000 l'Odyssée de l'espace, Blade Runner, Heure et Transcendance. Alors il y a un autre transparent, c'est exactement le même, simplement j'ai noté les dates et les auteurs, simplement je ne sais pas, c'est extrêmement visible. Donc je le remettrai un petit peu plus tard pour que vous voyez mieux. Alors j'ai pris essentiellement des films grand public, parce qu'ils ont l'avantage d'être connus de tous et d'avoir véhiculé, diffusé le mythe du golem. Alors le mythe du golem, dont j'ai parlé, me paraît venir évidemment du mythe d'anthropogénèse, l'histoire d'Adam et Ève, et s'articuler parfaitement au mythe du complot. Le mythe du complot, c'est que Homère disait lui-même que les dieux s'amusaient avec les hommes. Mais s'il n'y a pas de dieu bienveillant, à ce moment-là, l'humanité pourrait être le jouet le plus puissant qu'elle-même. Par exemple, des extraterrestres, comme dans Oblivion, ou dans Men in Black, ou alors des robots, comme dans Matrix, le film dont on a parlé précédemment. L'Odyssée de l'espace, 2001, l'Odyssée de l'espace, montre bien la liaison entre le mythe du golem et le mythe du robot, puisque après avoir détruit l'ordinateur, le golem, le cosmonaute survivant, se réveille dans une chambre où il comprend que l'humanité est manipulée par une puissance supérieure. Vient ensuite le mythe d'Apocalypse. C'est assez mal nommé en fait, c'est que simplement tous ces films qui décrivent une humanité future s'inscrivent dans une sorte de vision d'une nature totalement dégradée, d'un environnement pollué. C'est pour ça que, avec Terminator, Blade Runner, Soleil Vert.
Et puis le mythe du dédoublement d'une personne ou de son investissement démoniaque la menant à agir contrairement à sa nature s'articule également fort bien au mythe du golem. Puisqu'on peut travailler sur le cerveau humain, bon, à ce moment-là, on peut modifier les gens, on l'a déjà évoqué. Et bon, on peut penser aussi, j'aurais pu noter Shining de Stephen King, et puis il y a Robocop dont on a parlé abondamment tout à l'heure. Je voudrais simplement rappeler pour Robocop que la nature humaine reprend le dessus lorsque la mémoire ancienne commence à troubler ce policier fraîchement tué et qui a été transformé en machine à tuer. Et puis le mythe du vampire, alors il ne s'articule pas terme à terme avec le mythe du golem, mais il est fort intéressant parce qu'il montre notre obsession contemporaine pour l'absence d'eschatologie. Le vampire, il n'a pas d'âme, certes, mais il est immortel, donc il est fascinant. Et puis enfin, j'ai voulu noter la question du rêve et de l'innovation pour bien indiquer que ce sont des problèmes tout à fait différents. Dans l'Iliade, les statues d'or qui viennent aider Héphaïstos, ce sont que des automates comme les automates de Vaucanson. Il n'y a pas du tout cette charge émotive qui se trouve dans le golem, et de même pour la Vénus d'Île ou l'homme au sable d'Hoffmann, ce sont des contes philosophiques extrêmement différents du mythe du golem. Alors, autre image maintenant, j'ai remplacé l'innovation par le mythe de Pygmalion et le conte de l'apprenti sorcier. On associe souvent Pygmalion au golem, mais c'est une erreur, car Pygmalion est amoureux d'une statue. Il pleure d'amour jusqu'à ce qu'Aphrodite, touchée de pitié, transforme la statue, un Galatée, selon Ovide, en femme. Et à ce moment-là, Pygmalion et Galatée peuvent s'aimer. Oui, mais c'est pas du tout comme le golem, car Pygmalion a une âme reçue des dieux, venue de la transcendance, c'est la tradition occidentale, et Galatée, elle aussi, reçoit une âme. Donc, les deux personnages sont humains, c'est un mythe heureux, rien à voir avec le mythe du golem. Enfin, l'histoire de l'apprenti sorcier, ça aussi c'est un mythe heureux, car l'apprenti, il a un maître qui peut remettre les choses en place lorsque son disciple a tout cassé. Alors maintenant, j'en viens aux utopies. Alors pourquoi vous parlez d'utopie? Parce que Raymond Ruyère, spécialiste de l'utopie, a noté que cette forme littéraire reprend dans un registre réaliste, scientifique et théorique le contenu des mythes produits de l'imaginaire. En d'autres termes, les utopies, dans leur vision d'un monde idéal, dénoncent les problèmes présents dans notre société. Et ces problèmes doivent être montrés par les mythes. Alors, voici mon schéma qui fonctionne exactement comme tous les autres. Le mythe du golem représente la déréliction d'un homme sans âme et sans Dieu. Finalement, c'est exactement la même chose. Et l'utopie va réinjecter Dieu dans le monde pour redonner sens à l'humanité. L'utopie post-humaine divinise la technoscience et l'utopie écologique divinise la nature. Alors, héritière des courants cybernétiques, l'utopie technologique, post-humaine ou transhumaine, enfin post-humaine c'est plus radical, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, récuse tout à la fois l'infirmité de la nature humaine, condamnée à la vieillesse et à la mort, et en même temps la condition humaine comme telle, l'humanité coupable des camps de la mort et de la bombe. L'humanité doit être dépassée. Et le post-humanisme veut remplacer l'homme biologique par un être bionique qui hybride le biologique et l'électronique. Il attend de la convergence des NBIC la naissance d'une créature exempte des défauts de la chair qui sera enfin vaincue. Donc il mobilise la fameuse loi de Moore dont on a parlé précédemment pour poser que notre civilisation connaîtra une accélération technologique telle qu'elle atteindra un point au-delà duquel l'intelligence artificielle deviendra autonome. L'humanité aura vécu et elle aura enfin vaincu la chair. Elle mutera en une espèce nouvelle, parfois nommée la singularité, et évidemment les modalités de ce saut vers le futur qui n'a pas besoin de nous, comme disait Bill Joy, n'est pas très clair, c'est toujours le cas dans les utopies. Nos successeurs seront tous pareillement performants, tous high-tech, ils ne mourront pas, ils n'auront plus de corps, plus de chair mortelle, à ce moment-là plus de sensations, plus de sensibilité, peut-être plus tellement d'affect, car quand il n'y a plus Thanatos, il n'y a plus Eros, quand il n'y a plus la mort, il n'y a plus non plus l'amour, qui auront disparu de ce monde bionique fait d'anges de fer.
Alors comment nos successeurs supporteront-ils cette immortalité sans projet? Est-ce qu'il y aura un nord immortel et un sud mortel? Ben ça justement, c'est l'affaire des dystopies. Alors j'ai noté les utopies là-bas. D'abord, alors l'utopie technologique illustrée par iRobot, et par Transcendance et Lucie, c'est pas toujours très net, ça frise quand même la dystopie. Et puis l'utopie écologique, l'Astrée et Avatar. C'est que l'utopie écologique trouve une bonne illustration, à mon sens, dans Avatar, le film tourné par James Cameron en 2009. Là, un terrien est séduit par la sagesse de communautés claniques qui vivent en symbiose avec la nature, sans commerce ni propriété. Et de l'interconnexion de tous les vivants entre eux et de tous les vivants avec la nature, notamment les arbres, naît une sorte de super-intelligence, d'intelligence collective dont émerge une divinité, rappelant un peu la noosphère de Teilhard de Chardin. En d'autres termes, dans les deux états, l'utopie abandonne l'humanité à une altérité divinisée qui la déchargera d'elle-même. Pour l'utopie post-humaine, cela se passe au prix du sacrifice effectué sans regret de la longue histoire de l'humanité et de sa mémoire. Alors, que donne la dystopie? La dystopie, c'est un genre littéraire, enfin tout au moins la définition que je vous propose, un genre littéraire qui date de la fin du 19e siècle et qui utilise l'anticipation pour mettre en garde l'humanité contre l'évolution de ses perversions. Elle manifeste donc la nature et l'évolution des inquiétudes qui hantent la culture occidentale. Alors, évidemment, je n'ai retenu qu'un aspect, à savoir la notion de mémoire, la notion de nature va de soi, c'est déjà apparu avec le mythe que j'ai qualifié donc un peu trivialement mythe de l'Apocalypse. Alors je retiens la notion de mémoire parce qu'une première vague de dystopie stigmatise l'oubli de la culture humaniste et conçoit l'oubli du patrimoine culturel tel un indice majeur de déchéance sociale et humaine. En perdant la mémoire, l'humanité se perd. Jules Verne, Anatole France, Daniel Halévy ont imaginé une société où les masses sont aveuglies par la dictature de l'argent et des plaisirs triviaux. Les valeurs morales, spirituelles, qui sont artistiques, qui sont improductives, sont évacuées. Selon une deuxième vague, Mémoire manipulée, La planète des singes, Fahrenheit, 1984, Le meilleur des mondes, Nous autres, etc., le contrôle de la mémoire historique est l'outil majeur d'un régime totalitaire. Sans souvenir du passé, point de révolte possible. Donc on voit que la mémoire prend une place de plus en plus importante et son rôle, à mon sens, est dévoilé avec toute la liste là il s'agit de films qui se trouvent au-dessus, car on ne peut plus parler d'âme, mais la mémoire remplit le rôle de l'âme puisqu'elle garantit l'identité et l'intégrité de l'individu. Pour manipuler une personne, il suffit de manipuler ses souvenirs. Donc la mémoire, qui était d'abord pourvue d'un rôle social et politique, finit par jouer celui de l'âme, témoignant donc du désarroi de notre société qui ne sait pas comment définir l'homme. Et si notre société éprouve une telle fascination pour le mythe du golem, c'est bien pour cette raison-là. Alors, en guise de conclusion, je vous montre tout le travail que finalement nous avons fait ensemble en attirant votre attention sur ceci. Le mythe du golem, c'est un mythe qui appartient au patrimoine hébraïque, que l'on retrouve, comme le dit Gershom Scholem, spécialiste de mystique juive, à peu près dans toutes les traditions. Mais dans le contexte hébraïque, ce n'est pas un mythe terrible, ce n'est pas un mythe angoissant. Le Maharal de Prague, le démiurge, détruit son golem, car il ne faut pas qu'on puisse confondre les créatures de Dieu et les créatures de l'homme. Le mythe devient terrible en raison de sa constellation. C'est-à-dire que nous sommes fascinés par le mythe du golem et nous lui avons adjoint ces mythes-là, et évidemment, il y en a d'autres. En d'autres termes, notre imaginaire, l'imaginaire culturel, se construit par cette sorte de logique interne qu'il dévoile dans la construction de sa constellation. Voilà, je vous remercie de votre attention.